La nécessité de la violence. Ah, je vais te parler de violence et t'expliquer que c'est nécessaire. De base, je suis pas violent. Je suis pas né avec ça. Moi, je suis un builder, je suis un créateur. On pourrait presque dire que j'ai une sensibilité d'artiste. Oublie pas, hein, j'étais artiste de rue pendant 15 ans, et à ce jour, une de mes meilleures créations, ça reste un livre, le bouquin Artiste de rue. C'est un travail artistique, c'est un travail littéraire. Et ça n'est pas un profil de violence. Le mec qui est violent, en fait, il a une compétence de destruction. Moi, je suis là pour construire, pas pour détruire. Mais, force est de constater qu'il faut la capacité de détruire. C'est important. Sinon, le monde te détruit. T'as pas le choix. Et je vais développer le sujet et te dire comment je l'ai compris. Lorsque j'étais adolescent, j'étais violent avec mon petit frère. Je dominais, j'étais plus grand et plus fort que lui, parce que j'étais le grand frère et qui était le petit frère, donc j'étais cruel et j'abusais de ma position de force. Et j'abusais de manière violente. Ce qui était méprisable, hein, mais c'était la réalité, je vais pas l'esquiver. Ça a changé naturellement le jour où il est devenu plus fort que moi et qu'il est devenu en capacité de m'éclater. Alors moi, à ce moment-là, au lieu de faire le choix de devenir plus fort encore, de m'entraîner et de me démerder, j'ai fait un choix de lâche, j'ai fait le choix de prétendre être intelligent. En fait, j'ai fait le choix de renoncer à la violence. Ce qui est évidemment une énorme connerie de faire ce choix-là, tout comme c'était une énorme connerie d'être violent avec mon petit frère. J'étais dans l'erreur, sur les deux. J'aurais pas dû être violent avec lui, et je n'aurais pas dû renoncer à la violence. Alors, je vais un petit peu rentrer dans les détails pour le côté anecdote, pour expliquer pourquoi j'ai été un mauvais grand frère, les conséquences et tout ça, et après parler des conséquences et de la leçon que je retiens par rapport aux relations fraternelles et par rapport à ma relation à la violence. Alors déjà, c'était quoi les causes ? Pourquoi est-ce que j'étais un mauvais grand frère ? Pourquoi j'étais violent comme ça avec mon petit frère ? Et j'étais violent physiquement et moralement. Je ne laissais pas me parler, je ne laissais pas fréquenter mes potes alors qu'il en avait envie. Je l'envoyais chier tout le temps, je l'humiliais, je le frappais. Pas pour rien, il m'emmerdait. Mais j'aurais dû être patient en fait. J'aurais dû trouver un moyen, lui dire arrête, soyons ensemble quoi, soyons frères, on est dans la même équipe, viens, faisons les choses ensemble. Là tu m'emmerdes, au pire tu vas l'ignorer et faire écoute, quand t'arrêtes de m'emmerder, on refait des choses ensemble, mais là tu m'emmerdes, je vais m'isoler, je vais faire les trucs dans mon coin. Ou le forcer, tu vois, être violent positivement, tu vois, pas le frapper pour le rejeter, mais le frapper pour dire non, sois bon, sois un bon petit frère. Ok, moi je vais être un bon grand frère, mais tu dois être un bon petit frère, et je vais te l'imposer, et t'as pas le choix. Donc t'arrêtes de m'emmerder, tu vas faire ça, et on va le faire ensemble. Tu vois, j'aurais pu être violent dans ce sens-là, j'aurais dû être violent dans ce sens-là, j'aurais dû avoir une violence pour lui imposer une attitude respectueuse à mon égard, et l'inviter à faire des choses intéressantes avec moi. Elle aurait dû être placée comme ça, ma violence. Mais elle a été dans le rejet, c'était débile, quoi. Et l'idée, c'est que mon père, il m'a pas éduqué là-dessus. Il n'a pas eu de frère, il sait pas ce que c'est, il avait même pas de vrais amis, il comprend pas le concept d'avoir une équipe, c'est un mec très très isolé. Mais c'est sa nature, tu vois, il est heureux comme ça. Ça lui a pas manqué d'avoir des potes, ça lui a pas manqué d'avoir un frère, c'est un solitaire absolu. Et en plus, il a vécu à une époque, comme tous les boomers, il a vécu à une époque où c'était pas nécessaire d'avoir une équipe pour survivre. Donc il comprenait même pas. Et même encore aujourd'hui, il comprend pas forcément la nécessité d'avoir un frère ou d'avoir une équipe. Mais je te le dis, hein, là en 2023, si t'es seul, si t'es isolé, t'es mort. C'est un truc que j'ai beaucoup dit à l'époque des BL. J'en parle moins parce qu'aujourd'hui je propose plus de communautarisme, je ne propose plus de fraternité, mais ça veut pas dire que je l'applique plus. Si je la propose plus, c'est que j'ai la décence de faire ça dans l'intimité. Moi j'ai une communauté, j'ai des gens que j'appelle frères. Ils sont autour de moi, ils vivent dans ma maison. Ok ? Mais c'est pas toi, c'est pas un mec sur internet que j'ai jamais vu. T'es pas mon frère. Et dans le chat là, vous n'êtes pas frères, vous vous connaissez pas, vous vous êtes pas rencontrés. J'ai beaucoup parlé de fraternité comme ça, parce que j'avais cette illusion avec DBL de créer de la fraternité en ligne. C'est faux. T'as pas besoin de 50 frères, surtout pas 2000. DBL on était 2000. T'as pas 2000 frères. T'en as 2 ou 3, c'est bien, c'est vraiment bien. T'as un frère de sang, t'es chanceux, putain. Et tu trouves dans ta vie des compagnons, des frères d'armes, des frères d'âme. T'en as 2 ou 3, ça veut dire que t'es un bon gars. Et c'est précieux, hein, 2 ou 3 gars sur qui tu peux compter. 2 ou 3 gars prêts à prendre des risques pour te protéger. 2 ou 3 gars pour qui t'es prêt à prendre des risques pour les protéger. Putain, c'est précieux. C'est très précieux. Donc ce truc, évidemment, me fait vibrer. Ce truc, je le vis au quotidien.
Bon, les mecs là qui sont dans ma baraque, j'ai fait des choses pour eux. Sans moi, ça irait pas. Il y aurait eu des problèmes qui n'auraient pas été réglés, des problèmes graves. Il y en a un, il a pris des petits risques pour moi, il m'a rendu des gros services. Et l'autre, c'est un peu l'opposé, il a pris des gros risques pour moi, mais il m'a rendu des petits services. Bon, dans les deux cas, c'est des mecs sur qui je peux compter, et si demain il se passe quoi que ce soit, les mecs ils sautent. Même s'il y a des risques. Il y a une embrouille là, ils sont là, il y a une embrouille chez moi, dans ma baraque, c'est chez eux aussi, hein. Ils vont protéger. Il y en a un qui est en couple, il va protéger parce qu'il y a sa femme, il y a ma femme aussi ici. Les deux gars que j'ai ici, ils sautent. Et si eux ont un problème dans la rue, que je suis avec eux, je saute. Bon, ben ce truc-là déjà est très précieux. Mais bref, mon père me l'a pas appris. Et j'aurais dû comprendre que de moi-même, tu vois, mais je l'ai pas compris de moi-même. J'étais juste un petit con qui voulait être seul, qui voulait s'amuser, qui voulait vivre l'aventure, qui voulait avoir toute l'attention sur soi. J'étais un petit con narcissique, en fait. Je voulais tout pour ma gueule. Et mon petit frère, il voulait un peu pour lui aussi, tu vois, c'est normal. Et moi, comme un putain d'égoïste, j'étais là, non, dégage, c'est tout pour moi. Il y a des meufs, c'est pour moi, on va s'amuser, c'est pour moi, l'attention de papa, maman, c'est pour moi. En fait, c'est une dynamique de merde. Mais les gamins, en fait, sont des putains de sociopathes. Quand t'es gosse, t'es un égoïste. Et s'il n'y a pas quelqu'un pour cadrer, s'il n'y a pas une autorité, mon père, là-dessus, il n'a pas cadré. Il en a aucune idée, il n'aurait pas pu cadrer. Bon, de toute façon, sa seule façon de faire de la pédagogie, c'était par l'exemple, en montrant que c'était un homme et qu'il était occupé. Et son message pour nous, c'était « ne me parle pas ». Donc bref, quelles ont été les conséquences ? Les conséquences de mon manque de culture et d'éducation sur le sujet de la fraternité, et donc les conséquences de la mauvaise relation avec mon frère, c'est que je me suis fait baiser, mais vraiment baiser sec. Hein. J'ai perdu des grosses sommes, j'ai perdu beaucoup d'énergie, j'ai eu des gros risques, j'ai eu des gros moments de souffrance, de douleur dans ma vie, de la part de mecs qui étaient beaucoup plus violents que moi. Et ça, c'est ma faute. C'est parce que j'ai renoncé à la violence quand mon petit frère est devenu plus violent que moi. Et aussi, je me suis fait baiser parce que mon petit frère n'était pas à mes côtés. Et s'il avait été là, s'il y avait eu le regard critique d'un vrai allié, d'un vrai frère à mes côtés, je me serais pas fait baiser. Parce que ton frère est là pour checker, tu vois. Tout comme moi, je serais là pour checker, si j'étais à ses côtés aujourd'hui, je serais là pour checker qu'ils prennent les bonnes décisions business ou sur les trucs où moi je suis bon. Lui, il est bon dans la violence, en fait. Il est spécialement bon. Le fait que j'en foute autant plein la gueule quand il était gamin a développé sa capacité à la nuisance. Donc, il se laisse pas couillonner. Quand il voit un nuisible, mais putain, il le sniffe, il le détecte à 10 000... Alors que moi, je suis naïf. En fait, j'ai renoncé, tu vois. Donc maintenant, je rattrape le travail, je deviens meilleur, j'arrive mieux à détecter le vice. Je me suis reconnecté depuis merci la Russie, hein. Ça fait 4-5 ans que je me reconnecte progressivement à la violence, pas juste à la boxe. Hein. La boxe, c'est une bonne première étape pour la violence, mais c'est un sport. Hein, c'est un sport, c'est gentil. La boxe, ça fait 7 ans, la violence, ça fait 5 ans, je dirais, et ça s'est fait progressivement. Et plus ça va, plus je m'y connecte, et je l'accepte. Ça ne veut pas dire que je suis devenu un toxique ou un nuisible, hein. Ça veut dire que je deviens capable, en fait, d'infliger la violence. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis plus à même de protéger ma famille, de me protéger moi-même contre la violence. Et ce monde est violent. C'est une nécessité absolue. Tu peux pas dire la violence c'est mal, du coup j'y touche pas. Non. La violence c'est mal, du coup c'est extrêmement nécessaire de maîtriser la violence. Et attention, la vraie violence. La fausse violence, c'est quoi ? C'est la capacité à menacer, en fait, ou à agresser verbalement, sans pouvoir rien faire. Donc c'est juste augmenter la tension d'un conflit, sans être capable d'assumer le fait que le conflit va peut-être arriver. Non, la vraie violence ne passe pas forcément par de la menace ou je sais pas quoi. Hein. La vraie violence, c'est des actions, tout simplement. Et les gens qui l'exercent, qui ont l'habitude de l'exercer, ont assez d'expérience pour ne rien dire, pour être complètement silencieux. Même l'inverse. Pour se travestir en victime, ou faire semblant que tout va bien, alors qu'en fait, ils sont déjà dans l'action, dans la stratégie, et qu'il y a des choses qui se trament et qui vont arriver. Elle est là, la violence. Je te parle d'une violence efficace et factuelle. Je suis aujourd'hui persuadé que ça fait partie des devoirs d'un homme d'être là-dedans, d'être complètement capable d'être là-dedans. Il faut être capable aussi de poser des limites, c'est-à-dire d'être assez ferme
dans sa communication pour faire comprendre à ton entourage que tu es capable de violence. Du coup, il teste même pas. Et il faut avoir assez de contact ou assez de lucidité ou assez d'expérience sur le vice et la violence pour la détecter et la maintenir la plus loin possible de soi. C'est compliqué en fait. C'est compliqué d'avoir à la fois cette expérience et l'expérience réelle, tout en étant éloigné de ça. Avec Internet, on arrive relativement à s'éloigner de la violence. Mais c'est une illusion. En fait, elle nous rattrape toujours. Alors, ça devient une violence chaotique souvent. C'est-à-dire, c'est la violence du quotidien, la violence de pas de chance. T'as beau travailler en ligne sur Internet, alors certes, il n'y a pas un collègue de bureau qui peut t'emmerder. Ok, mais tu continues d'aller au resto, d'aller dans la rue, et la violence peut être complètement aléatoire. Et là, il faut savoir la traiter. Si tu sais la traiter, tu l'esquives en fait. Elle ne te touche pas, tu restes complètement inaccessible. Il se passe rien parce que ceux qui sont capables de violence sentent que non, là il n'est pas face à une victime, il n'est pas face à une cible intéressante, il est face à une cible qui est à la fois très risquée et qui ne rapporte rien. Donc les prédateurs en fait vont t'esquiver quand ça se lit dans ton attitude en fait, dans ce que tu es. Quand on peut lire une capacité à la violence, tu augmentes ton niveau de sécurité par x10 quoi. Mais qu'importe, il y a toujours des fous. Il y a des fous qui vont ignorer tous les red flags. Je veux dire, j'avais vu une vidéo d'un type dans l'avion qui allait casser les couilles à Mike Tyson. Ce mec-là est l'exemple de l'incarnation de « il y a des fous », quoi. Alors, spoiler alert, le mec s'est fait défoncer la gueule. Il était assis sur le siège derrière Mike Tyson et il emmerdait en faisant des selfies, des machins de... et en le harcelant, en lui tirant la manche. « Hey Mike !» Mike a pété un plomb, il a fini par se retourner et enchaîner le mec coup de patate. Et le monde entier a rigolé, quoi. C'est qui ce fou? Mais ce fou n'est pas un cas isolé. Il y a des fous, ils voient tous les red flags. Je veux dire, tu peux pas avoir un red flag plus gros qu'être Mike Tyson. Ok? C'est l'entité exacte que tu n'attaques pas ce mec, en fait. Tu vas pas lui casser les couilles. Il y a des types, le type en question qui lui a cassé les couilles était un merdeux, genre un merdeux de 20 ans, un trou du cul, quoi, qui est sur TikTok. Genre une crevette à la con. Il se sentait pas du tout dominant par rapport à... Non, il était juste en mode, je t'emmerde, j'ai le droit de tout. Non, tu vois. Il y a des fous comme ça, il y a des fous qui vont venir. Alors, lui, il est pas venu imposer de la violence à Mike, il est juste venu l'emmerder. Mais t'as des fous agressifs, prédateurs violents, mais qui vont t'emmerder, même s'il y a des signes apparents qu'ils vont se faire éclater. Ils se feront éclater. Bon, au-delà de ça, une autre leçon que je retiens de tout ça est liée à la fraternité. Donc déjà, à titre personnel, j'essaye aujourd'hui de me comporter le mieux possible avec mon frère, avec mes frères en fait, que ça soit mon frère de sang ou mes frères de cœur. J'essaye de tout donner, quoi, d'être le plus généreux possible, et je pense que c'est stratégiquement intelligent. Et ils font la même chose à peu près, hein, donc je les ai bien choisis. Enfin, j'ai pas choisi mon frère de sang, mais j'ai la chance d'avoir un frère qui est exemplaire. Et ouais, générosité absolue, bâtir des relations avec eux, bâtir les projets intéressants avec eux ou importants avec eux, les impliquer dans mes décisions importantes, même si c'est pas leur domaine. Qu'importe, même si c'est pas leur domaine, ils ont un angle de vue qui est différent du mien. Et autre chose, je vais éduquer mes enfants pour qu'ils comprennent le principe de fraternité. Mon père ne l'a pas fait, c'est une grosse erreur. Mes gamins, ils vont marcher main dans la main. Et s'il y a une embrouille entre eux, mais attention comment moi je vais être violent avec eux, jusqu'à ce que, pour survivre, mes gosses soient obligés de s'unir contre moi. Et c'est pas grave. Au moins ils seront unis ensemble à vie. Je vais vraiment les forcer à unir leurs forces pour se sortir de la merde dans laquelle je vais les foutre. Ou peut-être plus intelligent encore, histoire de pas tout prendre dans la gueule, de s'unir contre ce que j'aurais lâché contre eux. C'est pas con d'ailleurs, hein. Je peux sans doute sous-traiter, histoire de pas être le connard de l'histoire, payer quelqu'un pour leur faire la misère, jusqu'à ce qu'ils s'unissent, jusqu'à ce qu'ils s'allient et qu'ils atteignent la victoire ensemble, et à répétition, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'être ennemi déclenche toujours un signe du destin et qu'il y a un démon qui apparaît, quoi. Dès qu'ils sont ennemis ou dès qu'ils se traitent mal l'un et l'autre, le destin envoie un démon pour leur pourrir l'existence et la seule échappatoire, c'est de s'unir. Quand ce truc-là est arrivé 3 fois d'affilée, t'es sûr que les gamins, ils sont programmés, quoi. Pour le restant de leur vie, déjà, ils se traitent avec le maximum de respect.
Et dès qu'ils ont un challenge personnel, qui n'est même pas issu d'un conflit entre eux, tu vois, un challenge qui n'a rien à voir, ils savent que pour régler ça, bon bah, je ferais bien d'aller voir mon frère, parce que quand on est ensemble, on règle les choses. Donc ma stratégie, ça sera peut-être celle-là.